Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir. C'est un nouveau forum. À quoi sert l'opposition dans un régime démocratique? Dans le contexte africain, souvent persécuté, quelle est sa marge de manœuvre désormais dans le jeu du pouvoir et de l'alternance? Nous allons analyser ces questions dans la conjoncture de l'actualité politique au Togo avec Jerry Komande Gatama. Il est député, président du groupe parlementaire, président du Nouvel Engagement Togolais. C'est un parti d'opposition au Togo. Monsieur Tama, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous savez, aujourd'hui, il fait très beau à Lomé, donc forcément, ça joue sur le moral. Et je vais très bien. Mais amaigri Non, fitness. Donc, racé plutôt. Pas amaigri du tout, racé. Voilà, on prépare les échéances futures en se mettant en forme. Ah, pour 2025 sans doute. Peut-être même déjà avant, vous savez, on a des élections régionales déjà dans ce pays en 2021. Donc, il y a des échéances qui sont plutôt même très courtes dans le calendrier politique togolais. Donc vous êtes le veto. On aura l'occasion de creuser toutes ces questions. Mais ma première question, Jerry Tama, comme je le disais tantôt, à quoi sert en réalité l'opposition? Ben écoutez, d'abord, je dis souvent que dans des pays africains qui d'aujourd'hui sont beaucoup plus marqués par un parti au pouvoir omniprésent, l'opposition, c'est un peu comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, l'opposition permet de maintenir les esprits éveillés en entendant l'arrivée hypothétique du Messie, même si on doit aussi nuancer, parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, où les partis au pouvoir se comportent comme des prédateurs de liberté, mais en réalité, ces personnes-là viennent de l'opposition. Vous prenez, peut-être on en parlera dans l'émission, c'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui la Guinée, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Bénin, ou aujourd'hui le Sénégal. Ben, la plupart des personnes qui sont présentées aujourd'hui, à tort raison, comme des prédateurs de la démocratie, proviennent non seulement de l'opposition, mais ont subi aussi la persécution des gens qui étaient au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être nuancer en se disant, finalement, à quoi sert l'opposition sur la base? L'opposition va à la quête du pouvoir, mais on peut même plutôt se poser la question, à quoi servent les opposants qui viennent au pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, dans les pays où la liberté, la démocratie, la liberté de presse, tout ça sont décriés, dans ces pays-là, la plupart du temps, c'est les opposants qui sont venus au pouvoir. Mais normalement, dans une situation normale, dans un contexte normal, à quoi doit servir l'opposition? L'opposition, vous savez, un parti politique, son objectif, c'est la conquête du pouvoir. Donc, vous allez aux élections pour conquérir le pouvoir. Et pendant l'interphase, l'intermède, si vous voulez qu'on le dise ainsi, vous jouez votre rôle de contrepoids. Vous jouez votre rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Vous jouez votre rôle de maintien de l'éveil. Et vous jouez votre rôle de critique de l'action du gouvernement. Pour amener les citoyens à comprendre que si vous étiez au pouvoir, vous ferez mieux. En réalité, c'est ça. Le contre-pouvoir, le contrepoids que représentent les oppositions, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit hors de l'Assemblée nationale, c'est de montrer que le gouvernement fait de mauvais choix et que si nous sommes au pouvoir, on fera mieux. Que le gouvernement fait de mauvais choix ou le gouvernement ou bien ne fait pas assez, en tout cas, l'un ou l'autre. Le problème, c'est ça. Est-ce que l'opposition, c'est pour démontrer le contraire ou comme une antithèse dans une bonne dissertation, c'est pour apporter les éléments insuffisants, les éléments complémentaires? Il y a un homme politique qui a dit une chose, l'opposition s'oppose. Sur le principe, vous savez, si on ne cadre pas le débat aussi, peut-être nos téléspectateurs, nous ne le comprenons pas. Nous nous inscrivons dans une dynamique centriste. Pas centriste comme certaines personnes le comprennent malheureusement, comme l'absence d'idéologie. Mais le centrisme aujourd'hui est une idéologie basée sur l'humanisme, le progressisme et le pragmatisme. Donc, dans une approche centriste, l'opposition ne se contente pas de s'opposer, mais d'être aussi une force de proposition. C'est-à-dire que quand le gouvernement fait quelque chose, on dit « on ne pense pas que c'est bon, on pense qu'on aurait dû faire ça plus tôt ». Et quand on parle de force de proposition, ça veut dire que le gouvernement peut venir puiser dans vos propositions pour mieux faire. Il ne faut pas se mettre en marge de la société parce qu'on n'est pas au pouvoir, mais il faut être en mesure non seulement de critiquer, mais de proposer quand on est dans l'opposition. C'est ça aujourd'hui nous appelons opposition républicaine, opposition constructive, tout ce que vous voulez. Mais l'opposition doit s'opposer, mais ne pas se limiter uniquement à son opposition radicale, mais pouvoir sur chaque situation dire ça c'est pas bon. Si nous avions été à la place de X ou Y, Z, voilà ce que nous aurions fait. Et en ce moment-là, c'est au peuple de faire la différence, de se dire oui, mais finalement, ce qu'il propose par rapport à ça, c'est pertinent, c'est plausible, c'est positif.
Donc peut-être pourquoi ne pas accorder la chance aux prochaines élections à telle formation politique, à telle personne, pour que ils puissent faire ses preuves. Vous aviez contextualisé votre première réponse quand je vous demandais à quoi servait l'opposition. Ça veut dire que vous avez un contexte particulier dans lequel vous évoluez aujourd'hui en Afrique. La question que je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que ce contexte est favorable pour l'émergence, l'érection d'une opposition qui puisse jouer véritablement son rôle? 2020 a été le gouffre, le tombeau, tout ce que vous voulez, comme mot négatif pour les oppositions en Afrique. C'est-à-dire que 2020, il y a eu, à la limite, on peut... Parce que parfois, quand je parlais que je ne cite pas le Togo, on dit « Ouais, pourquoi vous ne citez pas le Togo ?» Surtout que nous sommes sur une chaîne internationale. 2020 a enterré la plupart des oppositions en Afrique. Au Togo, nous avons eu donc le 4e mandat de Faure Gnassingbé. À la limite, au Togo, on était dans un cas particulier de changement de constitution où autrefois, il n'y a pas de limitation. Et là, cette fois-ci, il y a une limitation. Donc, c'est un contexte plutôt particulier. Mais vous avez deux contextes assez poignants. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la Guinée. Le cas de la Côte d'Ivoire. Du Sénégal qui pointe du Sénégal, bon, pour le moment, on ne va pas non plus jouer au devin pour savoir comment ça va se passer. Mais c'est que, en Guinée, c'était dit qu'il n'y aura pas de 3e mandat. Il y a eu le 3e mandat, même de 3e candidature. Il y a eu ce 3e candidature. Beaucoup d'opposants à l'époque avaient dit qu'il n'y en aurait pas. Il y a eu ce 3e candidature. Le premier opposant a fait le choix d'aller aux élections. Le résultat n'a pas changé. Et en Côte d'Ivoire, tous les acteurs nous avaient dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Pas d'élection, il ne faut pas rêver, quoi. C'est vrai qu'au Togo, on avait notre ouragan aussi, mais on a dit il n'y aura pas d'élection. On va tout faire pour empêcher l'élection. L'ensemble des acteurs de l'opposition ont décidé de ne pas participer à ces élections. Mais ça n'a pas empêché que les élections aient lieu. Ça n'a pas empêché... Dans des conditions très difficiles. Oui, mais non. Certains acteurs parlent d'une participation extrêmement faible. Oui, mais pour ces élections en Côte d'Ivoire. En fait, la vraie leçon de la Côte d'Ivoire, c'est les élections locales et législatives. C'est-à-dire que les gens disent non, il n'y aura pas d'élection, on n'ira pas, et ainsi de suite. Quelques mois plus tard, on a des élections locales et tous y vont. Donc ça veut dire que c'est une sorte de labellisation, c'est une sorte d'homologation, c'est un récépissé qu'on donne aux élections présidentielles. Parce que si vous dites qu'on n'est pas d'accord, on n'y va pas, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et le même gouvernement donc, que vous considérez comme illégal organise les élections législatives, vous y allez. Donc, au fait, vous validez le coup de force présumé. Non seulement vous démobilisez aussi votre base. Sûr, vous démobilisez votre base. Donc, en réalité, quand on regarde ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, en dehors, bien entendu, du Niger, qui nous a donné, je pense, un bel exemple d'alternance, aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'opposition, je ne veux pas dire ne sert à rien, mais n'a plus de force dans les pays africains francophones. L'opposition n'a plus de force parce que ces animateurs n'ont pas été assez compétents ou la majorité en face ne lui donne pas, ne lui concède la pas majorité, le territoire sur lequel il doit évoluer. Oui, ce que je reconnais aujourd'hui, c'est que en Afrique francophone, aujourd'hui, quand quelqu'un est au pouvoir, il y reste. Et il se donne tous les moyens de sa capacité de résister à toutes les oppositions. Et on a l'impression que ça va être de plus en plus difficile, surtout avec ces cas qui vont faire donc jurisprudence, ça va être de plus en plus difficile aux oppositions de pouvoir renverser la vapeur. Parce que c'est pour ça que je prends les deux exemples. On a l'exemple guinéen, où on a dit, bon, on va quand même y aller, et on va jouer sur les aspirations populaires. Et on a le cas ivoirien, on a dit, on ne va pas y aller, on va empêcher. De deux côtés, le résultat est le même. Mais bon, peut-être il faut nuancer dans le cas guinéen. Il y a une division de la classe politique de l'opposition. C'est Cellou Dalein Diallo qui est allé, on va dire, en solitaire, puisque le bloc qui défendait les intérêts de l'opposition a décidé de ne pas participer à cette élection. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même que le bloc, si tous avaient décidé de ne pas y aller, on rejoint le scénario ivoirien, avec les conséquences qu'on sait. Et si tous avaient décidé d'y aller, parce que je note quand même qu'en 2010, c'est beaucoup plus celui qui a fait le plus grand score, comme c'est M. Seyni Diallo, par rapport aux autres acteurs. Donc, qu'on décide de boycotter ou de participer, à la fin de la journée, c'est le même résultat. Ça peut ne pas être le même résultat. Le Sénégal nous a fourni un contre-exemple à l'élection de Macky Sall. Quand toute l'opposition s'est réunie contre Abdoulaye Wade, ça a fait mouche. Oui, parce que je pense que si on prenait ce qui s'est passé à l'époque au Sénégal, si on le transposait avec ce qui se passe aujourd'hui, Abdoulaye Wade serait certainement au pouvoir.
parce qu'il aurait sans aucun doute mis une telle pression sur ses opposants que peut-être même certains n'auraient pas eu l'occasion de se présenter aux élections, suivez mon regard. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train de subir une mutation des relations politiques en Afrique. Et en tant qu'opposant, moi j'ai peur. En tant qu'opposant jeune en plus, c'est-à-dire que j'ai encore peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années devant, on doit se poser des questions. Est-ce que nous avons encore une espérance de vie politique? Est-ce que nous pouvons encore renverser la vapeur dans le type de rapport de force que nous avons aujourd'hui? Est-ce que nous aurons les mains libres pour pouvoir le faire? Est-ce que nous aurons les ressources? Pour le cas du Togo, on n'en a pas de toute façon. Donc c'est ça, il y a énormément de questions qui se posent. Donc à vous entendre, et puis comme certains experts le disent, petit à petit l'Afrique reglisse vers les partis uniques, cette fois-ci non, pas de façon intégrale, mais de façon civiline. Hein. Vers ce que certaines personnes appellent aujourd'hui les démocratures. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous les éléments de la démocratie. C'est-à-dire que vous avez 3 pouvoirs, vous avez des organes de contre-pouvoir, une CNDH, une cour constitutionnelle et tout ça, comme tous les pays modernes l'ont. Mais sauf que ça ne permet qu'à pérenniser le pouvoir, le parti au pouvoir. Donc ce n'est pas des partis uniques, puisque, non, aujourd'hui, je ne peux pas dire que dans le cadre de nos activités, par exemple au Togo, nous sommes empêchés de faire nos activités politiques. Non, on le fait en toute liberté. La preuve, c'est que je vais venir faire une émission chez vous ici. Je vais dire tout ce que je veux. Je vais attaquer qui je veux, en respectant les formes, bien entendu, et je ne serai pas poursuivi quand je vais rentrer chez moi. Mais il y a certains qui se plaignent de temps en temps bon, moi, jamais. D'avoir été empêché de tenir des réunions à l'intérieur du pays. En ce qui me concerne, il y a peut-être quelques années, mais depuis un certain moment, depuis 5-6 ans, je n'ai plus jamais eu... je peux parler comme mon nom. Je n'ai jamais été empêché. Ou parfois, il y a des délais, mais quand on n'est pas président de parti politique, souvent, notre interlocuteur, c'est le ministre de l'administration territoriale. Chaque fois qu'il y a eu des velléités, une intervention directe a toujours permis d'enlever ces velléités-là. Vous savez, comme partout, on a toujours, que ce soit dans nos formations politiques ou dans les formations politiques ailleurs, il y a toujours des personnes qui sont zélées. Et surtout, en ce qui concerne les partis au pouvoir, il y a des gens qui pensent encore que critiquer même le chef de l'État est un crime de lèse-majesté. À l'intérieur du pays, il y a des gens encore qui sont là et disent, mais comment vous pouvez oser critiquer le chef de l'État? Donc c'est toute une procédure. Il faut faire de la pédagogie. Il faut continuer à éduquer les masses. Il faut continuer à mettre une éducation politique pour que les gens comprennent que oui, la liberté aujourd'hui de politique, la liberté de presse, la liberté de religion et toutes ces libertés fondamentales sont des acquis sur lesquels on ne doit pas revenir. Vous avez pris comme repère 2020, qui a été une année particulière marquée par l'émergence de la pandémie de la maladie à coronavirus. Est-ce que cette pandémie a joué dans le musellement de l'opposition, ou vous pensez que sans pandémie, votre cause était déjà entendue? Non, écoutez, je me souviens toujours de le président Ado qui a dit ouvertement, nous on s'en fout du choléra, du corona. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire où honnêtement, quand vous regardez la vie publique ivoirienne aujourd'hui, le coronavirus, on ne dirait même pas qu'il n'ait jamais franchi les frontières. Non, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui est joué. C'est quelque chose moi, je pense que c'est une dynamique qui est en train de se mettre en place progressivement et qui copie un peu sur ce qui se passe en Afrique centrale. C'est-à-dire que les gens sont en train de se rendre compte que, écoutez, nous, on dit on veut respecter les histoires de démocratie et tout ça. Les autres, de l'autre côté, ils sont là depuis 36 ans, 40 ans. Personne ne les remet en cause. On se retrouve dans les conférences internationales sans aucun problème. Mais pourquoi est-ce que nous on ferait le contraire? Je pense que c'est ce mimétisme-là qui se met en place en disant, mais il y a des gens qui sont là depuis 40 ans, mais personne ne les met sous coupe réglée. On n'a plus le phénomène qu'on a eu dans les années 90 où on disait démocratie contre coopération. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc pourquoi est-ce que nous on va... Le cas d'Idriss Déby qui est en train de briguer un 6e mandat, Sassou Nguesso, tout ça, donc, qui a été réélu de nouveau. À 88%. Donc, Paul Biya, dont on ne sait pas s'il est là ou il n'est pas là. Voilà. Donc, quand les gens regardent ça, on dit, mais écoutez, personne n'en veut à Sassou Nguesso. Il est là, quand il y a le truc de l'ONU, il est là, CEDEAO, il est là. Même parfois, ils sont facilitateurs dans certaines crises. Tout le monde aujourd'hui, en sens, Idriss Déby pour son action énergique contre Boko Haram, ainsi de suite. Mais les gens se disent, mais pourquoi est-ce que nous, on va aller donner le pouvoir à nos oppositions alors que
Sur le fond, personne ne nous dérange. On a vu l'élection de Ouattara. Il a reçu les félicitations de tous les pays européens au Togo, même si certains le contestent. Faure Gnassingbé a reçu les félicitations de tous les pays occidentaux. Pareil pour Condé. Donc, au fait, pourquoi est-ce que vous voudrez qu'il laisse se faire harakiri en donnant le pouvoir ou bien laissant leur opposition gagner alors que ils ont les moyens de serrer les vis? Oui, je pense que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère où nous aurons bien entendu des régimes démocratiques avec des pouvoirs qui ne bougent pas. Vous évoquez une situation intéressante qu'on peut analyser. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans les années 2000 et un peu plus, on sentait le bloc occidental, l'Union européenne, les États-Unis être derrière les mouvements démocratiques et parfois même sanctionner des régimes. On l'a vu avec le cas du Togo, où le gouvernement a dû prendre 22 engagements pour établir la démocratie. Mais depuis un moment, on a vu que toutes ces initiatives sont passées par perte et profit. On croise les doigts, on accompagne plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est dans ce que nous avons dit en début d'émission. On s'est rendu compte que opposants et partis au pouvoir, ils sont tous les mêmes. Que ceux pour qui on se bat quand ils viennent au pouvoir, parfois ils sont pires même que ceux qui étaient. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aller faire des sanctions où la plupart du temps c'est les populations qui souffrent, alors que les gens en réalité c'est Pierre et Paul et Pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des présidents qui sont prédateurs de la démocratie et de l'alternance, mais c'est les gens pour lesquels des gens sont morts pour qu'ils viennent au pouvoir. Donc pourquoi est-ce que les Européens ou bien les Occidentaux iront vraiment faire des sanctions alors que les gens sont tous les mêmes? C'est ça la question, pourquoi? Donc aujourd'hui, nous sommes entrés dans une sorte de réel politique. Tant qu'on ne dit pas qu'il y a 5 000 morts, 50 000 morts, pour qu'on dise ouais, il faut intervenir, ou bien tant que ce n'est pas comme ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire que des djihadistes qui avancent et qui peuvent menacer indirectement la sécurité des Européens, aujourd'hui, les gens ne bougent plus le doigt. Hein. C'est-à-dire que bon, on est dans la réelle politique. Si nos sociétés peuvent faire du business avec toutes ces personnes-là pour nous donner des plus-values, pour assurer notre confort en Occident, tant qu'à faire, qu'ils se démerdent entre eux, puisqu'ils sont tous les mêmes. Et la question, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous allez vous battre pour Condé, qui a fait combien d'années en étant dans l'opposition, qui a fait la prison et tout ça, et qui arrive au pouvoir et qui est peut-être un peu pire même que la seule à compter? Aucune utilité. Donc si on est tous les mêmes, on nous laisse... Alors qu'il y a un certain Kagame qui... oui, bon, aujourd'hui c'est... pouvoir modifier la Constitution, mais qui donne certains résultats. Oui, aujourd'hui, c'est à la limite, c'est une autre école. Mais c'est une autre école qui est particulière parce que le Rwanda connaît le génocide. Et donc, le génocide, à la limite, permet, c'est un peu comme d'autres pays dont je ne vais pas citer, permet d'avoir une excuse en disant, écoutez, si la démocratie nous a amené un génocide, tant qu'à faire, contentons-nous d'un président qui, à la limite même, n'est pas si mauvais que ça, qui travaille plutôt bien, qui est en train de moderniser, qui fait des miracles pour le Rwanda. Tant qu'à faire, les gens disent, on préfère peut-être avoir le ventre plein et ne pas avoir tous les éléments de la démocratie, parce qu'on avait la démocratie, on se coupait la tête. Donc le cas du Rwanda aujourd'hui est un cas particulier. Et on ne peut malheureusement pas comparer ce qui se passe au Rwanda avec aucun autre pays en Afrique, surtout en Afrique francophone. Alors, vous avez dit tantôt aussi que ce qui arrive en Afrique occidentale est une mauvaise, ça peut être interprété comme une mauvaise influence de l'Afrique centrale. Oui, bien sûr, je pense, parce que mais je suis pas. Centrale, il y a la RDC qui a donné quand même un bon exemple avec une alternance pacifique où Kabila a cédé le pouvoir à Tshisekedi. On verra dans quelques années, parce que quand vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à la limite, je ne suis pas encore au pouvoir et je ne parle au nom d'aucun État, donc je peux me permettre certaines comparaisons. Mais en réalité, ce qu'on a assisté en RDC, c'est plutôt ce qu'on pouvait appeler une sorte d'alternance arrangée. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que l'arrangement est en train de voler en éclats. Et donc, ce qui aurait même pu être un cas d'école, malheureusement, en RDC, on n'est pas en train de marcher. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est de se dire, OK, les pouvoirs, quand ils sont là, sont tellement forts que c'est difficile pour un opposant de les battre. Donc, est-ce que c'est pas mieux de faire une alternance arrangée où on s'arrange à ce que son opposant vienne au pouvoir, mais sans, à la limite, mettre en péril la personne qui a laissé le pouvoir? Et donc, je pense que c'était, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais aujourd'hui, quand on se rend compte de ce qui est en train de se passer, on se rend compte que l'arrangement a volé complètement en éclats. Donc, on verra, je pense, à la prochaine élection. Mais c'est là aussi la preuve, on revient à ce que j'ai dit, quand on est au pouvoir, on a le pouvoir. Oui, mais il y a la RDC, il y a aussi
la Centrafrique, d'autres disent le Centrafrique aussi, qui est en train de montrer un exemple de démocratie avec... En contrôlant 12% du territoire, ça peut pas être un exemple. 12% il y a 2 mois, mais depuis, près de 70% du territoire récupéré par les forces... Le jour où les Russes et les forces d'intervention vont partir, et les Rwandais d'ailleurs, qui vont partir, ben, ils vont se retrouver peut-être même à 5%. C'est difficile de comparer une situation comme la situation de la Centrafrique où le pays vit plutôt sous perfusion et écartelé partout par des rébellions qui sont présentes, qui sont très fortement armées. Donc non, je pense pas que c'est un peu comme si vous parlez de la Somalie, vous comprenez? C'est-à-dire que la situation est tellement extraordinaire, exceptionnelle, que il vaut mieux comparer des pays qui ont quand même une certaine stabilité, où les institutions fonctionnent correctement, où il y a une armée qui contrôle le territoire. Là, pour le moment, la Centrafrique traverse malheureusement une mauvaise passe. Nous espérons, c'est un pays frère. Une mauvaise ou une bonne passe, hein? Non, une mauvaise passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays n'arrive vraiment à assurer sa sécurité que par l'intermédiaire de forces étrangères. Donc, mais pour ouvrir une parenthèse sur la Centrafrique, comment se fait-il que l'ONU a sur place un gros contingent de près de 12 000 personnes appuyé par la France, et que pendant plusieurs années, on n'a pas pu chasser les rebelles, et il a suffi une intervention de la Russie appuyée par les Rwandais sur 2 mois pour récupérer près de 75% du territoire? Parce que les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai été casque bleu en Côte d'Ivoire, j'ai été sur la ligne de démarcation, mais quand les rebelles arrivent à notre position, la seule règle que nous avons, c'est la légitime défense. Donc ça veut dire que si vous tirez dessus, vous leur tirez dessus. Mais si vous ne tirez pas dessus, vous faites comment? Tu es dans un poste de combat sur la ligne à l'époque quand tu es à Goïtafla, par exemple, en 2004. La nuit, les rebelles font une infiltration. Ils arrivent même à 100 mètres de vous. Ils vous disent, hey, vous les Togolais là, on n'a rien contre vous. Hein. Vous faites quoi? Vous leur tirez dessus? Non, puisque votre principe, c'est il faut riposter si on vous tire dessus. Et donc, quand vous êtes en interposition, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres asymétriques, où vous avez plusieurs forces, c'est difficile. Mais maintenant, les autres puissances, ils viennent, ils décident que voilà l'ennemi. L'ONU, par principe, sauf si c'est un mandat de peace enforcement, c'est-à-dire que ce qu'on a d'imposition de la paix, là où on peut désigner que c'est telle personne. Mais l'ONU intervient entre les belligérants. Donc, ils considèrent sur le même pied d'égalité, entre guillemets, les gens qui sont donc les loyalistes et les rebelles. Est-ce que ce n'est pas une erreur? En fait, c'est la résolution qui amène l'intervention des forces onusiennes. Oui. C'est la résolution. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas, quand il y a un tel conflit, où les rebelles tiennent une partie du territoire, si vous prenez parti, c'est que vous perdez en réalité votre neutralité. Et là, c'est dangereux parce que les autres vont faire la guerre aussi. Et je peux vous dire que certaines puissances sont derrière ces forces. Non, je peux vous dire, il y a 2 choses. C'est que faut savoir qu'aucun pays n'envoie ses forces spéciales en interposition. Aucun pays n'envoie ses meilleurs éléments en interposition. Moi, j'ai vu, je ne vais pas donner le nom d'un pays, mais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des gens, ils arrivaient, c'était des vrais civils, et c'est devant nous apprenaient à faire 1-2, 1-2. Donc, les gens qui arrivent, ce n'est pas des foudres de guerre. Ils viennent juste pour faire l'interposition. Je peux vous dire le nombre de fois où, c'est pour ça que je dis que les forces, les militaires togolais ont quand même une bonne presse. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où, quand ça tire, vous avez les voisins qui viennent se cacher chez vous. Alors qu'ils sont là pour faire la même mission. Ils sont là pour faire la même mission. Donc, non, les gens qui viennent dans le cadre des missions, des missions de la paix, c'est pour se faire un peu d'argent, rentrer chez eux, quoi. Disons la vérité, chacun veut trouver un peu l'argent pour aller se nourrir sa famille. Mais maintenant, ceux qui viennent, comme les Rwandais ou les Russes, ils viennent faire la guerre. La preuve, c'est que nous, par exemple, quand nous étions en Côte d'Ivoire, quand les Français intervenaient, ils n'intervenaient pas dans le cadre de l'ONU. Et donc, ils pouvaient cibler quelqu'un qui est indexé comme adversaire et lui tirer dessus, sans que même la personne n'ait tiré contre lui. Oui, mais la France avait fait ce type d'intervention en Centrafrique avec l'opération Sangaris avant l'ONU, non? Ben oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous avez des accords de paix, une fois que vous avez les accords de paix, ça veut dire qu'on considère tous les belligérants comme étant, entre guillemets, sur le même pied d'égalité. Donc ça change tout. Mais maintenant, quand par exemple, vous êtes une puissance, la France, la Russie, vous dites par exemple, la Russie, nous on vient aider la République centrafricaine à chasser les rebelles, c'est différent. La Russie, ils arrivent, ils font la guerre, et puis comme ils sont une puissance, personne ne peut leur dire, vous là, pourquoi vous faites ça? Donc c'est fini. Mais si ce n'est pas le cas, si c'était un autre pays,
Parce que, et puis les Rwandais, vous savez, ils ont quand même une belle réputation. Eux aussi, pareil, ils sont comme c'est les Russes de l'Afrique. Ils y vont, il n'y a personne qui va parce qu'ils résistent à tout le monde. Mais si c'est un autre pays qui avait franchi et fait la guerre, on aurait aujourd'hui toutes les déclarations, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu différent. Les règles d'engagement font qu'on n'a pas le même profil, on n'a pas le même type d'engagement, parce que si on intervient dans le cadre de l'ONU, on fait de l'interposition et on considère tous les belligérants comme étant des parties au conflit. Ce qui est différent d'une intervention unilatérale où là, on fait la guerre contre un ennemi identifié. Oui. Parmi les facteurs qui ont conduit aux difficultés de l'opposition, vous avez cité donc notamment les mauvaises influences, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez Afrique centrale, vous avez cité l'engagement de plus en plus faible des puissances occidentales, mais certains évoquent surtout la faiblesse de la société civile qui n'est pas arrivée à accompagner les mouvements pour l'émancipation, pour l'instauration de la démocratie. Ça s'est vu dans les années 90, mais au fur et à mesure que les années avancent, on a vu cette société civile s'étioler pour ne plus exister vraiment maintenant. Les engagements de la société civile en Afrique de l'Ouest, comment les trouvez-vous? Moi, je ne suis pas d'accord. La société civile est neutre. Le gros, ce qui a tué la société civile dans beaucoup de pays, c'est son engagement partisan. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois il y a une... Passer d'un régime... Non, c'est ce que je dis. Parfois il y a une communion d'intérêts entre la société civile qui dit nous voulons la démocratie et les oppositions qui disent nous aussi nous on veut la démocratie. C'est ce qu'on a eu au Togo avec le CST. C'est-à-dire que vous avez... Le collectif Sauvons le Togo, où vous avez des partis politiques, mais vous avez la société civile. Mais la conséquence de ça, c'est que la société civile cesse d'être neutre. Et donc finalement, quand elle est partisane, automatiquement, elle cesse d'être un acteur dans la formation des citoyens. Parce que quand il y a une société civile, par exemple, qui, comme à l'époque, en 2000, dans les années 2015 et 2013, est en conjoncture, est en connivence avec les partis politiques de l'opposition, elle ne s'adresse plus aux citoyens qui votent le parti au pouvoir. C'est ça le problème. Or, pour moi, je pense que le rôle de la société civile doit consister à renforcer la formation citoyenne, la formation politique, à faire comprendre les gens leurs droits, à faire comprendre aux gens que le vote est quelque chose que ailleurs, peut-être pas dans nos pays, mais ailleurs, les gens luttaient pour avoir. À faire expliquer aux gens que aux États-Unis, par exemple, durant longtemps, les Noirs n'avaient pas le droit de vote, que les femmes n'avaient pas le droit. Le même mot en France, que pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de voter, que ça arrivait que tardivement. Donc, que le vote est quelque chose qui a été obtenu de haute lutte. Donc, pour moi, c'est ce que la société civile doit faire. Mais quand on voit la société civile s'y mixer, parfois, faire des raids dans le jeu politique, c'est vrai que ça réclamer des droits politiques. Oui, non, dans un contexte où l'opposition est souvent persécutée. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que la société civile a le rôle quand même de réclamer ses droits politiques? Ce que je dis, c'est que la société civile finit par se faire instrumentaliser par les partis politiques. Et parfois, on finit par mettre la société civile devant, alors que les missions et les objectifs des deux entités ne sont pas les mêmes. Les partis politiques, c'est la conquête du pouvoir. La société civile, c'est une amélioration de la connaissance des conditions de vie de la population. Mais il peut y avoir convergence de vues. Oui. Non, quand par exemple, vos droits comme parti d'opposition ne sont pas accordés et que cette société civile vous appuie, vous ne pouvez pas dire que cette je ne dis pas. Ce que je dis, c'est que si vous prenez une société civile qui, en temps normal, reste dans la neutralité et que, je donne un exemple, un opposant se fait arrêter dans l'expression de ses droits et que la société civile s'organise pour dire libérez-le, ça va. Une fois que la personne a été libérée, au revoir. Mais si la société civile dit que l'alternance est une nécessité dans un pays, elle va faire une excursion dans le champ politique. Et à partir de là, elle va être traitée en réalité comme une formation politique. C'est ce que nous avons au Togo aujourd'hui, où des partis ou des organisations de la société civile qui, je pense, sont de bonne foi, veulent vraiment bien faire les choses, finissent par être considérés comme alliés à des formations politiques parce que le langage finit par être le même. Le langage finit par être quasiment le même parce qu'on parle d'alternance, on parle de droits de l'homme, mais c'est la même chose que les acteurs politiques font. Moi, je veux une société civile qui soit indépendante, qui ait son discours, qui ait son existence, et que sur des éléments factuels, intervient, mais après se retire. Parce que je reprends toujours l'exemple du CST, qui a été, à mon sens, un mauvais exemple. Parce que vous vous rappelez, par exemple, le CST allait aux élections législatives en 2013, en tant que CSC. Alors que dans cette CSC-là, on avait la société civile
et les partis politiques. Donc, quand une telle confusion se met en place, ben, souffrez que les partis au pouvoir finissent par mettre tout le monde dans le même panier. Moi, j'aime bien les sociétés civiles comme ce qui se passe au Sénégal, parfois avec le balai citoyen ou bien il y en a marre, où vous voyez quand même une société civile qui tape dans tous les côtés. C'est-à-dire qu'un matin, il décrit un leader de l'opposition, un autre matin, il décrit le parti au pouvoir. Et sur des cas factuels, ils sortent, ils font leur truc et puis après ils s'en vont. Et même parfois, on se rend compte que mais les acteurs politiques qu'ils ont conduits, je prends aujourd'hui le cas du Sénégal. À l'époque, le mouvement, par exemple, Balai Citoyen accompagnait Macky Sall. Mais une fois que Macky Sall a pris le pouvoir et que des dérives ont commencé, ils n'ont pas hésité un seul instant à aussi monter au créneau pour dire ça, nous ne sommes pas d'accord. Il y en a marre. Au Sénégal, c'était il y en a marre. C'est plutôt il y en a marre. Le balai citoyen, c'est plutôt Burkina. Burkina, voilà. J'inverse. C'est la même chose. Mais voilà. Donc, cette neutralité-là est heureuse. Mais quand il n'y a pas cette neutralité et que, ben, en fait, on se fourvoie, tantôt en reprenant l'un et l'autre le discours de l'autre, ben, on perd un peu l'énergie et la distance qu'il faut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés civiles n'arrivent plus à mobiliser, comme on en a vu dans certains pays. Mais maintenant, franchement, pourquoi l'opposition n'arrive pas à convaincre, en tout cas, comment je vais dire ça, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition, pourquoi les opposants n'arrivent pas à convaincre? Non. La première réponse, on l'a donnée en début d'émission, c'est que aujourd'hui les partis au pouvoir sont de plus en plus forts. Et deuxième chose, on peut dire, moi je vais parler... Un parti au pouvoir fort ne peut pas expliquer les faiblesses. Non, ce que je dis de plus en plus. Par exemple, quand on prenait aujourd'hui les contestations, aujourd'hui dans quasiment tous les pays, il est extrêmement difficile de faire de la contestation. C'est-à-dire que hypothèse numéro 1, soit on n'arrive pas à trouver tous les éléments pour faire la contestation, ou bien on n'arrive pas à se défaire du côté partisan des organes et des institutions chargées du contentieux électoral, ou bien alors c'est parce qu'on n'a même pas eu suffisamment de force pour faire campagne sur le terrain. Moi, je peux vous dire, par exemple, qu'au Togo, quand vous avez vu lors des élections précédentes, comment est-ce que les gens ont couru derrière quoi? 42 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos oppositions, par exemple, dans un pays comme le Togo, nous sommes désagentés, à commencer par moi. Je ne dis pas le contraire. Beaucoup d'oppositions sont désagentées parce que nous sommes dans des pays où la cotisation de masse ne marche pas. Vous voyez, aujourd'hui, dans les grands pays, un parti arrive à mobiliser, à faire de la levée de fonds uniquement par les cotisations, même des gens qui ne sont pas forcément des militants. Parce que vous ne faites pas rêver Non, c'est pas qu'on ne fait pas rêver. C'est que d'abord, les gens n'ont pas d'argent, il y a une précarité qui est importante. Et puis, on a une mauvaise compréhension de la démocratie dans beaucoup de pays francophones. On considère que c'est l'homme politique qui doit tout faire. Et souvent, on vous dit que comme toi, tu n'as pas l'argent, tu vas chercher quoi là-bas? Ah oui, tu dis tu veux faire campagne, tu dis aux gens de cotiser, on dit mais on t'a envoyé là-bas. Toi, tu sais que tu n'as pas l'argent. Vous n'avez pas non plus de très bonne comptabilité, on a vu. Non, c'est pas qu'on n'a pas de comptabilité, on n'a pas de comptabilité. On va la faire comment? Oui, mais vous êtes soutenu parfois par des citoyens. Dans le cas du Togo, il y a certains citoyens de la diaspora qui appuient des formations politiques ou des organisations, mais à la fin, vous n'êtes pas capable de produire les documents comptables et de faire le bilan financier. Je ne peux pas parler au nom des autres. Vous avez appartenu à des coalitions mais soutenues par des citoyens de la diaspora. Je suis toujours sorti avant les élections, donc du coup, je ne peux pas vous parler de ça. Le plus gros soutien de quelqu'un de la diaspora que j'ai eu, j'ai participé quand même à 4 élections au Togo, c'était 100 €. Et c'était par PayPal. Et comme je ne pouvais pas le retirer, donc c'est resté là-bas. Et quand la campagne est finie, la personne m'a dit, bon, il faut me faire la compta, il faut me faire les comptes sur mes 100 €. Et comme je ne les ai pas utilisés, je les ai restitués. Donc non, moi, je ne rentre pas dans cette catégorie-là. Mais il faut reconnaître que les oppositions en Afrique, par rapport à la puissance financière des partis au pouvoir, mais sont peut-être en dehors de la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup d'acteurs qui ont déjà fait l'exercice du pouvoir. Mais sinon, quand vous n'avez pas fait l'exercice du pouvoir, souvent, c'est vraiment très difficile de pouvoir mobiliser des ressources de façon similaire et de façon égale à ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que moi, je dis souvent sur le terrain, là où tu donnes 100 francs, ceux qui sont au pouvoir donnent 1000 francs. Là où tu donnes 1000 francs, ils donnent 10 000. Là où tu fais le malin, tu donnes 10 000, ça, les énerves, ils donnent 1 million et puis c'est fini. Parce qu'on n'a pas les ressources, on n'en a pas. Donc ça aussi, c'est l'une des faiblesses de l'opposition, des oppositions. Maintenant, pour moi, le troisième cas, c'est cet alésien-là qui consiste à penser que les oppositions vont se mettre ensemble pour gagner. Ça ne marche pas. Même au Sénégal, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que moi, je préfère... Au Sénégal, ça a marché.
Non. Macky Sall a, dans une certaine mesure, Macky Sall a profité, non, a profité du fait. Non, ben, lui s'est présenté tout seul. Oui, mais soutenu par... oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu jusque même au lendemain, ça a éclaté. Aujourd'hui, ça n'arrive plus à marcher parce que je répète encore que ce qui s'est passé au Sénégal il y a une dizaine d'années, on le transposerait aujourd'hui, que je pense que la réalité serait complètement différente. Donc aujourd'hui, on passe plus notre temps à dire union de l'opposition. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait les unions de l'opposition? On passe notre temps à se mettre des pots de banane sous les pieds. Au fait, c'est que quand on fait une coalition, on passe plus de temps à s'auto-détruire les uns les autres qu'à s'occuper de l'adversaire en face. C'est pour ça, nous, depuis 2014, on n'a dit plus de coalition. On travaille, on avance, et puis bon, ben, on verra progressivement nos forces, mais on ne va jamais rentrer dans ces éléphants blancs-là qui consistent à parler de regroupement politique, qui en réalité n'ont jamais apporté de preuve ailleurs. Oui, véritablement, le problème aussi, ce n'est pas parce que beaucoup d'entre vous se jettent à la politique, non pas par idéologie, mais pensent que c'est un moyen le plus rapide. De s'appauvrir, oui. Pour gagner de l'argent. Non, de s'appauvrir. La politique, pour gagner de l'argent. Dans beaucoup de pays africains, en tout cas, moi j'en suis peut-être la thèse réelle, dans beaucoup de pays africains, si vous avez envie de perdre votre argent, rentrer en politique, pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes par exemple président d'un parti politique, il ne s'agit pas de Togo seulement, dans beaucoup de pays africains, surtout francophones, 80% des ressources financières sont apportées par le président, et ce qui produit finalement un dictateur, parce que s'il est le seul à faire vivre le parti, finit aussi par être le seul à prendre des décisions. Donc non, je crois qu'on perd beaucoup d'argent. Maintenant, on peut éventuellement le rattraper si on rentre dans une affaire d'union nationale ou bien vous avez de temps en temps des financements occultes. Peut-être, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas encore l'opportunité d'avoir une petite valise. Non, honnêtement, si j'en ai, je vous dirai. Je ne vous donnerai pas certainement. Je ne vous en donnerai pas, mais je le dirai certainement. Non, pour le moment, pas encore de petites valises. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent, si vous trouvez que c'est très bon et vous avez des petites valises, je suis preneur. Oui, mais vous pouvez dire la main sur la conscience maintenant que depuis que vous êtes rentré en politique, il n'y a pas eu de ces valises qui ont circulé, soit sur le plan national, soit sur le plan international, des amis qui vous appuient pour la justesse de votre cause. Honnêtement, si c'est des amis, c'est plutôt des enveloppes, pas des valises. Parce que quand vous parlez de valises, c'est quand même quelque chose de gros. Une enveloppe qu'on peut glisser sous une veste et vous donner, ouais, ça, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu des amis qui m'ont donné un coup de pouce, mais pas des valises. Les valises, vous savez, c'est... Voilà, ça se compte parfois même en milliards. Oui, ben on reviendra dans la seconde partie de l'émission avec des cas concrets concernant le Togo, dans l'affaire Bolloré par exemple, pour voir si les multinationales des sociétés, des hommes d'affaires nous vous appuient aussi. Mais est-ce que vous pouvez quand même convaincre en disant que les opposants aujourd'hui ne rentrent pas en politique avec pour premier objectif gagner de l'argent? Bon, je ne peux pas. Vous savez encore que là, ce n'est que moi. J'ai une histoire assez récente. Nous sommes rentrés en politique bientôt. En 2022, on fêtera nos 10 ans. Et donc 10 ans dans la vie politique, c'est vraiment pas grand-chose. Et je pense aussi que c'est plus vous grandissez, plus vous représentez soit une menace ou bien une opportunité, et plus vous intéressez peut-être les multinationales. Aujourd'hui, les élections locales de 2019 nous ont accrédité que de 3% de l'électorat. Donc 3%, vous n'êtes pas encore dangereux. On a 3 députés à l'Assemblée nationale sur 91. Peut-être que si demain on en a une trentaine, là, peut-être les multinationales peuvent se dire, ben, tiens, celui-là, il a une chance sur deux. Le peu que je sais, c'est que les multinationales arrosent sur tout le monde, sur tous les candidats qui ont la potentialité de gagner. En se disant, on ne sait jamais. Mais nous, pour le moment, on n'est pas encore dans cette situation. À 3%, on est encore très loin. Donc peut-être que quand le temps arrivera et que nous serons à je sais pas, 30-40%, on pourra avoir le bénéfice de ces multinationales. Honnêtement, voilà. Même pour le moment, on n'y est pas encore. Comment on va dire ça? Vous avez évoqué aussi le problème des coalitions d'union de l'opposition qui ne marchent pas finalement. Est-ce que ce n'est pas un problème de manque de stratégie? Est-ce que vous réfléchissez à comment conquérir le pouvoir en tenant compte du contexte dans lequel vous évoluez? Bon, moi je crois que à la limite les coalitions pouvaient éventuellement se justifier dans le cadre des élections à un tour. Au Togo, on a fait les élections à un tour jusqu'en 2015. Donc, dans le cadre d'une élection à un tour, on peut se dire, OK, ben, comme c'est un coup KO, tant qu'à faire, mettons-nous ensemble pour faire en sorte que ce soit notre gars qui sort.
Mais le Togo, aujourd'hui, je pense qu'il reste que le Gabon hein, qui fait les élections présidentielles à un tour. Aujourd'hui, quasiment dans tous les pays, c'est des élections à 2 tours. Donc, quand on a des élections à 2 tours, il vaut mieux que chaque formation politique travaille, mais sur du long terme. Le gros problème, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas de ressources financières. Le gros problème, c'est que beaucoup de formations politiques n'attendent que la veille des élections pour commencer à battre campagne. Alors que le président de la République, durant 5 ans, est passé à la télévision tous les jours et les gens le connaissent. Maintenant, la veille, c'est vous allez vous lever, vous dites, Jerry Tamama, le nombre de fois où en 2015, vous avez été président, était candidat aux élections présidentielles, vous arrivez quelque part, vous dites, Jerry Tamama, on dit c'est encore qui lui là. Parce qu'on ne se connaît pas. Alors que le chef de l'État vous dit, faut Yassingbe, tout de suite, on dit, c'est notre président. Donc, vous êtes déjà en retard par rapport même à votre identification comme candidat. Sans compter maintenant les moyens colossaux qui sont mis en place par les partis au pouvoir. Donc, je crois que c'est une question de stratégie, comme vous le dites. La stratégie, elle doit être prospective, elle doit être dans le long terme. Quelqu'un qui veut être candidat aux élections, par exemple, de 2025, là, nous sommes en 2022, doit commencer à préparer sa candidature. Doit commencer à dire aux gens, écoutez, moi, je serai candidat. Et bon, que à la limite, les gens le connaissent. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'on n'a pas les sous. Justement, c'est pas la campagne, ça coûte cher. Justement, c'est parce que quand on n'a pas les sous qu'il faut lever tôt. Et même quand, écoutez, vous savez, je vais vous dire, une simple petite campagne dans un village, une simple meeting dans un village vous coûte autour de 500 000. Sans compter que vous partez en délégation, sans compter que vous avez la communication qui n'est pas donnée non plus. Donc, quel que soit les cas, même si vous voulez faire que 2 actions, 3 actions par mois dans votre pays, vous avez besoin de entre 3 et 5 millions au minimum pour pouvoir le faire. Je ne peux pas vous dire que... Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens pour prendre le pouvoir. Si, on a le peuple, mais le peuple doit être plus informé, plus... C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'éducation civique. Dans votre démonstration, vous nous démontrez que vous savez, Gandhi n'avait pas d'argent quand il a pris le pouvoir devant les Allemands. Moi et Mandela n'avait pas d'argent. Même on peut même dire aujourd'hui que Obama n'avait pas d'argent. Mais il y a une organisation derrière. Aujourd'hui, nous devons travailler sur nos mentalités, même dans nos pays. Vous imaginez quand vous faites une élection présidentielle, et le jour, par exemple, des élections, du scrutin, vous n'arrivez pas à trouver des volontaires qui vont rester dans les bureaux de vote pour défendre votre vote, et qu'une bonne partie, même de vos militants que vous envoyez dans les bureaux, vous disent « Ah, il faut nous payer ». Ça veut dire qu'il y a une question de mentalité. C'est pour ça que je disais la société civile doit pouvoir travailler sur cet élément-là. Pour que les gens comprennent que la politique, c'est le don de soi pour la cause, l'intérêt général. Que ce n'est pas uniquement le don de soi des acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez dit une chose. Est-ce qu'on ne rentre pas en politique pour s'enrichir? Tant que les gens penseront que de toute façon, les politiciens, ils rentrent en politique juste pour s'enrichir, mais ils se disent, mais eux, ils mangent déjà, pourquoi nous, ils vont aller nous envoyer? Il faut changer ce paradigme-là. Comprendre qu'il y a des gens qui sont nourris, qui sont, comment on appelle ça, irradiés par une envie de changer les choses, de servir la cause nationale, pas un idéal de la chose commune. Et que ces personnes-là, moi, vous savez, je suis rentré en politique en 2012. J'étais plutôt un jeune homme d'affaires dont les affaires marchaient bien. En 6 mois, j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires. Je ne veux pas dire particulièrement que ce soit peut-être le parti au pouvoir qui a envoyé des gens, mais c'est qu'à partir du moment où vous devenez opposant, la plupart des gens ont notre regard en ce qui vous concerne. Les gens ne veulent pas faire affaire avec vous parce que, mon frère, si on fait avec vous, on va dire que c'est vous, c'est X personnes qui donnent l'argent à l'autre pour qu'elle ait parlé sur les médias contre le parti au pouvoir. Donc, ça, ce sont des constances sociologiques qui doivent être prises en compte dans toutes les démarches politiques. Il ne faut pas penser que parce que tu as de l'argent, si tu rentres en politique aujourd'hui, tu vas en avoir plus, tu vas perdre beaucoup d'argent. Mais non seulement tu vas perdre beaucoup d'argent, c'est qu'une bonne partie des gens pour lesquels tu luttes ne comprennent pas le sens de cette lutte. On raconte toujours l'histoire du Che Guevara, qui pendant qu'on le poursuivait allait se cacher quelque part. Et un éleveur est allé le signaler. Et quand on a attrapé l'autre, le Che, on lui demande, mais pourquoi tu l'as signalé? Tu ne sais pas qui lutte contre vous pour toi? Il dit, en fait, il empêchait ses vaches ou bien ses moutons de bien paître. Donc, là où vous pensez que vous luttez pour l'intérêt général, les gens sont beaucoup plus pour leur petit intérêt. Et donc, vous êtes sur deux mondes complètement différents. Donc, il faut le comprendre. Moi, je pense que la politique en Afrique, nous n'avons pas encore compris. Nous ne sommes pas encore... Quand Jacques Chirac disait que l'Afrique n'est pas encore mieux pour la démocratie, en réalité, c'était pour dire que nos mentalités n'avaient pas encore compris les fondamentaux de la démocratie. Et il faut continuer à travailler là-dessus,
à travers des émissions comme celle-là, à travers la formation et l'information des acteurs de la société civile, pour que les gens comprennent que oui, la démocratie, c'est pas uniquement chercher l'argent, avoir un peu d'argent, avoir de belles voitures, mais c'est la lutte pour la cause commune. Eh bien, finalement, quelle marge de manœuvre vous reste dans l'opposition dans ce contexte-là? Je crois que les peuples n'ont pas encore atteint leur, je vais dire, point de rupture. Les peuples n'ont pas atteint les points de rupture. Le jour où les peuples atteignent leur point de rupture, il n'y a pas de gouvernement qui puisse tenir. Aujourd'hui, si le peuple togolais dans son entier dit « je veux arrêter avec le gouvernement fort », ça va se passer en une journée. Ni l'armée, ni tout ça. Mais tant que les peuples n'atteignent pas, pareil dans tous les pays, tant qu'il n'y a pas de point de rupture, ben, ça va pour le moment. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le peuple est plus nombreux que tous ceux qui éventuellement soutiennent le régime. Mais maintenant, dans ce peuple-là, vous avez les gens aussi qui sont pour le régime. Il ne faut pas l'oublier. Donc ne donnons pas l'impression qu'il y a d'un côté ceux qui sont au pouvoir 1% et les 99% sont de l'opposition. Il y a des gens qui sont satisfaits aujourd'hui de Faure Gnassingbé, de Paul Biya, de je ne sais pas qui d'autre, tous les de Ouattara, de Condé, ainsi de suite. Ils ont aussi leur électorat. Et peut-être même leur électorat est peut-être aussi important que ceux de l'opposition, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se dire que le point de rupture n'est pas encore atteint. Et tant que le point de rupture n'est pas atteint, voilà, on est dans cette situation. La marge de manœuvre est assez faible. On va marquer une pause. Dans la seconde partie, on reviendra. On va être dans le concret. On va parler du cas du Sénégal avec l'affaire Sonko, même le Bénin, Rekia Madougou, le Togo, affaire Bolloré. Vous nous donnerez votre avis sur ces différents sujets. Les téléspectateurs auront la possibilité aussi de vous poser des questions en direct à travers notre réseau WhatsApp. Et tout de suite, c'est une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.